Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par mon Norvégien préféré, Einar Tangen, chercheur principal à l'Institut Taipei à Pékin et également chercheur principal au CIGI. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Toujours un plaisir, Glenn. Je suis impressionné, comme je le disais plus tôt, par ta productivité, ainsi que par l'ampleur et la profondeur de tes questions. Pour ma part, je ne me prends pas au sérieux. Je prends les sujets au sérieux. Et j'apprécie vraiment que tu fasses de même. Merci. J'apprécie cela. Eh bien, la raison pour laquelle je tenais vraiment à vous parler aujourd'hui, c'est à cause de ces changements majeurs que nous observons actuellement. Je dirais qu'un monde post-occidental est en train de se construire sous nos yeux. Alors que les États-Unis et leurs alliés européens continuent de lutter contre des problèmes économiques, une dette insoutenable et l'instrumentalisation de la dépendance économique, il devient évident que tout le système économique organisé autour d'un centre de pouvoir unique, l'hégémon libéral comme on l'appelle, est déjà arrivé à son terme. Et qu'est-ce qui le remplacera? Eh bien, nous voyons maintenant les dirigeants du monde non occidental se réunir en Chine. Idéalement, nous aurions également une plus grande représentation du monde occidental. Mais ils se réunissent maintenant en Chine pour construire cette nouvelle architecture économique internationale post-occidentale. Et en effet, la plupart de l'attention semble se concentrer sur 3 des 4 plus grandes économies du monde en termes de parité de pouvoir d'achat, à savoir la Chine, l'Inde et la Russie, qui semblent aujourd'hui plus unies qu'elles ne l'ont jamais été auparavant. Le monde essaye maintenant de comprendre cela et d'évaluer l'importance de ce qui se passe réellement. C'est pourquoi je tenais vraiment à avoir votre avis. Pour commencer par une question très large, comment interprétez-vous la portée de cette réunion d'une telle ampleur que nous venons de voir en Chine? Eh bien, cela faisait longtemps que ça se préparait. Tous les commentaires que vous avez faits, je les partage. Il y a une détérioration. Mais un peu comme les vinyles et les cassettes, ils semblent disparaître puis revenir. Ce sont des tendances. Mais ce que nous observons actuellement est vraiment entièrement dû à Donald Trump. Beaucoup de gens ici en Chine, et j'ai parlé à des personnes en Russie et ailleurs, ont dit que le plus grand cadeau fait à la Chine et à l'Asie a été Donald Trump. Ils n'auraient jamais pu anticiper quelqu'un qui imposerait réellement un nouvel ordre mondial, simplement par son genre d'agenda unilatéral, sans stratégie finale ni pratique cohérente. Je veux dire, si vous aviez demandé à quiconque il y a 2 ans si cela était possible, tout le monde aurait répondu non. Donald Trump ne sera jamais réélu. A, B. Vous savez, cette idée qu'il allait aliéner ses voisins, ses alliés, les partis neutres, puis renforcer son opposition, les gens y pensaient. Ils disaient « Oh non, il va mener une campagne sur un programme intérieur. » Oui, anti-immigration, on peut le comprendre. Mais il laissera de côté l'aspect financier pour la plupart, parce que c'est un homme du marché, c'est un homme d'affaires. Il est censé faire attention à ça. Si vous aviez dit, il y a 2 ans, qu'il ferait l'une des choses qu'on l'a vu faire, les gens auraient répondu « Non, non, c'est insensé. Tu n'aimes juste pas Donald Trump. » Le fait est qu'il l'a fait. Et les conséquences, c'est que des pays cherchent une alternative. Je veux dire, quand vous envoyez 180 lettres disant que vous allez imposer des tarifs douaniers à des pays, pourquoi êtes-vous surpris d'être isolé? Comment est-il possible de remodeler unilatéralement le monde alors que celui-ci devient multipolaire? Je veux dire, c'est un peu comme cette vieille histoire de l'empereur tout-puissant qui pensait pouvoir arrêter la marée. Il s'est donc assis là, exigeant que la marée s'arrête, et bien sûr, il s'est noyé. Et cela est apocryphe en ce qui concerne la direction que prend Donald Trump. Donc,
En ce moment, le côté négatif, c'est qu'il pousse quelque chose qui se produit depuis longtemps. Ce n'était pas seulement sous lui. Biden aussi, c'était une version un peu plus douce de nous allons imposer les valeurs hégémoniques occidentales au reste du monde. Mais cela ne fonctionne pas. L'économie est là. Je veux dire, tous les pays, comme vous l'avez souligné, l'Occident s'effondre sous d'énormes montagnes de dettes. Ils ne sont pas compétitifs en matière de production industrielle. Et au lieu de miser sur leurs points forts, c'est-à-dire leurs institutions éducatives et leur capacité d'innovation, ils semblent tourner le dos à cela et poursuivre une sorte de faux espoir, à savoir que la fabrication à faible marge et l'industrialisation pourraient d'une manière ou d'une autre les sauver. Si cela devait arriver, je pense que la Chine et de nombreux autres pays en seraient ravis, car ils s'empareraient de l'avenir à forte marge qui se trouve dans l'économie numérique, et ce seraient eux les gagnants. Donc rien de tout cela n'a de sens, mais c'est en train de se produire. Et ce n'est pas simplement une réaction purement liée à Trump. Beaucoup des choses que nous observons aujourd'hui sont en préparation depuis longtemps, en particulier au cours des 20 dernières années. Et cela a beaucoup à voir avec le leadership de la Chine. Je ne dis pas ça pour être pro-chinois. Je dis simplement que leur succès économique a conduit à une situation où les gens les considèrent comme un modèle de développement. En plus de cela, ils ont élaboré une sorte de discours qui parle d'un avenir partagé, de principe, de la résurrection d'un ordre mondial où la sécurité, le développement et le respect de la souveraineté sont mis au premier plan. Cela semble bien plus attrayant que « je vais te dire quoi faire et tu ferais mieux d'aimer ça ». Et si tu n'aimes pas, j'en prendrai encore plus. Je me demande dans quelle mesure tout cela concerne uniquement Trump. Car souvent, vous savez, la théorie de l'économie politique, certaines théories suggéreraient que les États-Unis n'ont pu jouer le rôle d'hégémon bienveillant qu'en raison de leur immense concentration de puissance économique, à une époque où il existait une attraction naturelle vers les États-Unis pour faciliter ses biens communs, si l'on veut. Mais tout le monde supposait, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup supposaient, qu'une fois que les États-Unis seraient en déclin relatif, ils ne pourraient plus générer de confiance, que pour rester la seule puissance centrale, ils devraient maintenir les autres puissances à distance. Ils devraient donc commencer à abuser de ce contrôle administratif sur l'économie internationale. Maintenant, je ne vais pas minimiser les politiques de Trump, et cette guerre tarifaire contre le monde a été un désastre. Mais encore une fois, je pense aux événements qui l'ont précédé. La guerre technologique contre la Chine, le vol des fonds souverains de la Russie, la prise de contrôle des réserves d'or, le détournement des pétroliers iraniens, la restriction de l'accès aux banques SWIFT. Je veux dire, il y a beaucoup de limitations sur les technologies. Beaucoup de tout cela ne vient pas seulement de Trump, bien sûr. Je pense que Trump a pris tout cela et l'a amplifié pour jouer les hommes forts. Mais si j'en parle, c'est parce qu'en Europe, l'objectif est souvent, vous savez, attendons que Trump parte. Mais n'est-il pas probable que les États-Unis continuent sur cette voie après son départ? Je pense aussi au contexte de l'OCS et à ce qui se passe à l'Est, avec ces économies qui se rassemblent, car il ne semble pas qu'ils se préparent simplement, comme les Européens, à attendre la fin de Trump. Il semble qu'ils se préparent plus ou moins à, peut-être que chute des États-Unis est un mot trop fort, disons au moins à un déclin relatif, ou à la fin du moment hégémonique. Eh bien, oui, je dirais que la pertinence s'estompe. Je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Ma façon de voir les choses, c'est que Donald Trump agit comme un accélérateur. Ce qu'il a fait a en essence précipité cette course vers le précipice
vers lequel de nombreuses économies occidentales se dirigeaient déjà. Je veux dire, souvenez-vous, toutes ces économies, depuis 600 ans, reposent sur un modèle impérial. Cela signifie qu'à chaque fois qu'il y a un problème chez soi, ou si l'on veut s'enrichir, on va ailleurs et on prend ce que les autres possèdent. Je prends toujours l'exemple de l'Inde. 24% du PIB mondial avant l'arrivée des Britanniques. 4% au départ des Britanniques. On voit donc clairement le schéma. Et ce n'est pas seulement vrai à un endroit, c'était vrai partout où ils allaient. Aujourd'hui, ce modèle a décliné, et maintenir ce type de richesse n'a même plus de sens. Vous avez quoi? 10 ou 15% de la population qui bénéficie d'un niveau de vie relativement élevé, tandis que le reste du monde est laissé pour compte. Puis, au début des années 2000, il y a une rupture. L'OMC arrive. Et tout à coup, il y a une opportunité pour les économies en développement et émergentes de s'imposer, de faire partie de l'économie mondiale, principalement parce qu'elles proposaient une production à bas coût. Et maintenant, on assiste à un revirement. Les États-Unis ont dit « Oh, attendez une seconde, c'était trop avantageux pour vous. » Ce n'était pas suffisant pour nous. Malgré le fait que si l'on regarde les profits mondiaux sur la même période, de 2000 à aujourd'hui, les 2/3 des profits allaient vers l'Europe et l'Amérique. Donc cette idée que ce n'était pas bon pour eux, non, c'était pas bon pour l'ensemble du peuple américain, mais c'était très bon pour les très riches, qui ont gagné d'énormes sommes d'argent à cette époque. Et c'est pour cela que ce n'est pas durable. Donc, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. J'aime simplement souligner que Trump est un accélérateur. Pour tout le reste qui se passe, ça dure depuis longtemps. C'est pourquoi je faisais référence au fait qu'à des stades antérieurs, on a vu Xi Jinping arriver et commencer à parler en utilisant ce langage sur un avenir partagé. Et disons que je suis un pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud et que j'ai un choix très clair. Je peux choisir un pays qui dit « Écoutez, je crois en un avenir partagé dans lequel je respecte votre souveraineté. Nous faisons du commerce et nous encourageons la sécurité de votre pays, pas au détriment des autres pays. » Ou alors, vous êtes un petit pays, je vais prendre des choses chez vous et vous allez aimer ça. Et si vous n'aimez pas, j'ai une carte militaire. Et par le passé, j'ai organisé 72 changements de gouvernement connus. Combien d'inconnus? Nous ne savons pas, bien sûr. Et c'est une menace réelle, palpable. Ainsi, ces pays ont voté avec leurs pieds. On peut le voir du côté des banques centrales. Combien investissent-elles aux États-Unis? Presque toutes, à l'exception du Japon et de la Grande-Bretagne, ont réduit leurs actifs américains. Le marché obligataire aujourd'hui, les bons du Trésor aux États-Unis, est soutenu par des flux privés de capitaux spéculatifs, des gens qui recherchent ce qu'ils pensent être des rendements sûrs. Les bons du Trésor américains, c'est la référence absolue, non? Mais voici le problème. Au même moment où Donald Trump multiplie les manœuvres, il déclare aussi « Écoutez, je veux dévaluer le dollar américain de 30%. » Eh bien, cela signifie que si je prends ma monnaie et que j'achète pour $100 de bons du Trésor américain et qu'il met son plan à exécution, je me retrouve avec seulement $70 de bons du Trésor. Et si je veux les reconvertir dans ma propre monnaie, cela ne semble pas être une bonne affaire. Cela ne paraît pas très sûr. Donc, pour compenser cela, je vais dire, d'accord, j'achèterai ces bons du Trésor, mais il me faut un taux plus élevé. Un taux qui garantisse que je conserverai mes profits et aussi mon capital pendant cette période. C'est donc extrêmement dangereux pour un pays qui a 27 000 milliards de dollars de dette et dont la dette dépasse 120% du PIB. Nous avons actuellement un déficit de 1 000 milliards de dollars, avec un budget d'environ 6 000 milliards.
Mais gardez à l'esprit que sur ces 6 000 milliards de dollars, nous empruntons déjà régulièrement 2 000 milliards. Cela signifie que nous ne suivons pas le rythme de nos dépenses. En plus de cela, nous ne faisons qu'ajouter à notre dette existante. Et ensuite, pour financer cette dette, nous utilisons une part de plus en plus importante de ce qui reste de notre budget. Et puis, il faut ajouter les dépenses militaires. Ce n'est soutenable d'aucune manière, sous aucune forme. Peu importe combien, vous pourriez retirer tout l'argent des universités, 80 milliards de dollars. Cela ne changerait rien si vous supprimiez quelques centaines de milliards de dollars de l'implication américaine à l'étranger, que ce soit pour les Nations Unies ou autres. Au bout du compte, il n'y a tout simplement pas assez d'argent pour assurer une véritable gouvernance, sans parler de la dette et de l'armée. Les pays en sont bien conscients. Le niveau de sophistication a considérablement augmenté au cours des 20 à 25 dernières années. Les habitants de ces nations ont fréquenté les meilleures écoles du monde entier. Ils ne sont plus des néophytes cherchant à comprendre ce qui se passe. Ils ont la main sur le pouls des événements. Ils voient la réalité. Et cela a également accéléré le mouvement, car ces pays votent avec leurs pieds. Ils vont évidemment se tourner vers un modèle qui respecte leur souveraineté, où ils disposent d'une voie de développement et où ils sont en sécurité. Ils ne vont pas se tourner vers un hégémon qui ne promet rien d'autre que de prendre sans rien offrir en retour. Eh bien, il semble évident pour la plupart que ce modèle est arrivé à une impasse. Mais c'est justement pour cela que je trouve étrange qu'il n'y ait pas vraiment de prise de conscience de cela en Occident, ni du besoin d'envisager d'autres alternatives. Car, comme on le voit aujourd'hui, la majorité mondiale se réunit en Chine pour tenter de reconstruire une architecture économique alternative. Les réactions de l'Occident ont été très hostiles. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que cela représentait une menace pour l'ordre fondé sur des règles. Dans les médias allemands, l'un des journaux a qualifié cela de sommet des méchants, car l'Occident libéral et démocratique avait décidé de ne pas y participer. Ce n'est pas légitime, à moins que nous soyons présents. Aux États-Unis, Trump a tweeté qu'il conspirait contre l'Amérique. Plus tard, il a aussi déclaré que sans l'Amérique, le monde mourrait. Mais est-ce forcément une mauvaise nouvelle pour l'Occident? Parce que si nous reconnaissons que l'ordre économique actuel fonce droit dans le mur à toute vitesse et que nous n'avons aucun plan B qui n'implique pas plus de dettes et l'instrumentalisation de la dépendance économique pour rester au sommet, ne vaudrait-il pas mieux, je suppose, se joindre à eux et participer à la restructuration de l'architecture économique? Après tout, si l'Occident n'y participe pas, il semble que ce qui va en ressortir ne sera pas très favorable à l'Occident, du moins sans une participation significative. Je ne sais pas. Eh bien, si l'on regarde simplement les accords qui ont été conclus, pour moi, l'un des plus importants, sinon le plus important, c'est cet accord gazier entre les Chinois et les Russes. Il s'agissait d'une énorme part des champs de Yamal dans l'Arctique, du gaz initialement destiné à l'Europe, qui est désormais redirigé vers la Chine. C'est une catastrophe après l'autre, et je ne vois tout simplement pas, alors que la situation de l'Occident ne fait qu'empirer, quelle est l'alternative à la discussion d'un système économique international qui ne soit pas entièrement organisé autour des États-Unis? Eh bien, tout ce dont vous avez parlé, la gravité économique joue clairement contre l'Occident et contre leur idée qu'ils peuvent s'accrocher, que tout est figé, et que d'une manière ou d'une autre, on reviendra aux beaux jours d'autrefois. Le problème est interne, il est psychologique. Si vous croyez que le monde dépend de l'Amérique, ou que toute personne qui tient une réunion sans vous est un méchant,
Cela relève évidemment de votre vision du monde et de vos présupposés. Donc rien ne change en Amérique ou en Europe tant qu'il n'y a pas de changement parmi les élites qui dirigent les choses. Et pour l'instant, on ne voit pas cela. On voit des défis clairs venant de la droite. Vous savez, Marine Le Pen, même si elle est écartée, son mouvement continue d'avancer. Vous avez l'AfD en Allemagne. Et partout, il y a ces mouvements conservateurs qui occupent l'espace laissé vacant par des élites qui semblent complètement déconnectées du fait que les gens qu'elles représentent souffrent et n'ont aucun avenir. Et pourtant, elles continuent de soutenir un système qui, comme vous l'avez dit, fonce droit dans le mur ou vers un précipice. Donc oui, je continue de poser cette question. Quelle est la solution? Je dis qu'il n'y a pas de solution tant que personne ne dit « D'accord, je reconnais la réalité ». Yamation. Quand on parle à quelqu'un qui est dans le déni de la réalité, essayer d'être rationnel ne fonctionne pas du tout. Maintenant, il dirait exactement la même absurdité. Oh, Glenn et Einar, ils sont dans le déni. Ils croient à ce genre de choses, que tout va s'arranger. C'est n'importe quoi. Le monde a besoin d'adultes dans la pièce, comme l'Europe et l'Amérique, pour diriger les choses parce que c'est sauvage. Vraiment, ils semblent avoir progressé. Mais en réalité, ils ne peuvent pas y arriver sans nous. Et j'ai déjà entendu ça. Et vous l'entendrez encore jusqu'à ce que la réalité frappe à la porte. Comme je l'ai dit, il y a des changements politiques. Mais ces changements politiques auront un coût, et les partis de droite n'apportent pas nécessairement le bonheur. Ils apportent aussi une grande part de division. Ils sont contre les immigrés. Ils veulent revenir à une politique conservatrice, des choses qui vont restreindre les libertés qu'ils disent leur être actuellement refusées. Et c'est une histoire aussi vieille que le monde. Donc oui, la situation semble sombre tant qu'il n'y a pas de véritable changement dans la façon dont les gens perçoivent les opportunités. Je veux dire, j'en parlais récemment, et quelque chose que ma grand-mère me disait toujours m'est revenu en tête. Elle disait, « Tu sais, la créativité, c'est voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. En ce moment, en Occident, ils ne voient que des obstacles. En ce moment, le reste du monde voit des opportunités. » J'ai souvent fait remarquer cela aussi, avec toutes ces plateformes technologiques qui se développent en Chine. Il y a ce corridor arctique à travers la Russie, des corridors terrestres. Toutes ces nouveautés apparaissent, offrant de nombreuses opportunités passionnantes. Mais il semble que tout soit perçu à travers le prisme de la menace, car tout ce développement, toutes ces occasions d'améliorer les relations, impliquerait au moins de reconnaître que le moment unipolaire est terminé, que ce n'est plus le centre du monde. Mais à un certain moment, ce n'est plus un choix. Il faut reconnaître le monde tel qu'il est si l'on veut prendre les meilleures décisions. Mais ce qui est souvent troublant, du moins en Europe, c'est qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme lorsque les États-Unis utilisaient leur arme économique contre leurs adversaires, même si cela réduisait aussi la confiance dans le système économique centré sur les États-Unis. Mais, ce qui est un peu nouveau sous Trump, c'est l'utilisation de ces mesures de manière aussi agressive contre des pays alliés également, enfin, contre les Européens eux-mêmes, ce qui les a beaucoup contrariés. Mais je voulais me concentrer sur l'Inde, car cela me semble très significatif par rapport à ce qui se passe actuellement. On est passé d'un tarif de 25% à 50% contre l'Inde, à moins qu'elle ne fasse ce qu'on lui demande, c'est-à-dire acheter plus d'énergie et d'armes américaines, couper ses relations avec les pays avec lesquels l'Amérique ne veut pas qu'elle commerce, principalement la Russie aujourd'hui, et en somme, se rendre excessivement dépendante des États-Unis, ce qui se traduirait, je suppose, par moins de prospérité économique et une plus grande dépendance politique. Ce n'est pas idéal si l'on veut être une grande puissance.
Mais comment expliquer cela? Parce que tout le monde savait et avait prévenu que les Russes étaient poussés dans les bras des Chinois, ce qui est... Je ne vois pas en quoi cela serait une mauvaise chose. Je pense que cela stabiliserait de nombreuses régions du monde, comme l'Asie centrale. Mais maintenant, bien sûr, il y a l'aliénation de l'Inde, qui voulait vraiment, sincèrement, maintenir un équilibre de dépendance, c'est-à-dire travailler à la fois avec les Américains et les Chinois. Ils ne veulent pas choisir de camp. Et maintenant, ils ont été forcés d'aller vers la Chine et d'essayer d'y faire la paix. Comment comprenez-vous, je suppose, ces récents développements concernant l'Inde? Eh bien, j'ai participé à 30 émissions de télévision indiennes cette semaine, représentant environ 7 ou 8 de leurs chaînes. Et je peux vous dire que ce n'est pas tant ce que je dis qui compte. Cela dépend beaucoup plus du type de questions qu'ils posent. Et elles sont regroupées de manière similaire. D'abord, ils disent « Écoutez, c'est hypocrite. Les États-Unis ont augmenté de 28% l'achat de Yellow Cake, de métaux stratégiques rares et d'engrais en provenance de Russie l'année dernière. La Chine achète plus de pétrole que nous. L'Europe est la principale destination des produits pétroliers que nous raffinons et leur envoyons. La Turquie achète aussi du pétrole. Alors pourquoi sommes-nous pointés du doigt? Et cela semblait être un refrain. Ils se présentent comme des victimes. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Jay Shankar, son fils, était à la Heritage Foundation. Et à cause de cette polémique, il est retourné en Inde. C'est un citoyen américain, mais il dirige maintenant un groupe de réflexion financé par Reliance, qui est l'une des grandes familles puissantes là-bas. Il a toujours été très pro-États-Unis, mais pas tellement favorable à la Russie. Il a été ambassadeur ici auparavant. Pour une raison ou une autre, il considérait que l'Inde était stratégiquement liée aux États-Unis et pensait que ce serait la meilleure façon de tirer parti de ce qu'il voyait comme un voisin régional qui grandissait très vite et empiétait sur, je cite, des zones d'influence historiques que l'Inde possédait. Et c'est vrai, mais au lieu d'essayer de dialoguer avec la Chine, leur état d'esprit était « nous allons jouer un jeu. Nous allons tenter de tirer profit à la fois des États-Unis et de la Chine. Avançons jusqu'au premier mandat de Trump. C'était Howdy Modi. Il y avait d'immenses foules au Madison Square Garden, des fans enthousiastes, des séances photos, tout ce genre de choses. Donc, lors de la seconde fois, il y avait beaucoup de gens qui soutenaient Trump. Ils disaient, eh bien, c'est notre ami, il va s'occuper de nous, cette relation spéciale va continuer. Mais Trump a changé d'attitude. Aujourd'hui, les gens pointent du doigt le pétrole, et cela profite certainement à beaucoup de familles très riches, Adani, Ambani, etc. Mais le véritable problème, c'est cette ouverture du secteur laitier et de l'agriculture. L'Inde compte encore 50% de sa population dans l'agriculture. Si vous leur retirez leurs moyens de subsistance, il y aura un changement de gouvernement. Et ce ne sera pas seulement lors de la prochaine élection, ce sera rapide, ce sera violent. Ces personnes ne voteront pas pour un gouvernement qui leur enlève littéralement la possibilité de vendre. Je veux dire, ils sont déjà appauvris. Ce ne sont pas des familles d'agriculteurs riches. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils pourraient finir par diviser encore plus la terre. Il y a des histoires, vous savez, de suicides d'agriculteurs, littéralement des centaines chaque semaine. Des gens contractent des dettes écrasantes qui se transmettent de génération en génération. C'est une ligne rouge en politique indienne. Voilà pour cela. Et puis il y a d'autres choses que Modi n'a pas pu comprendre, notamment le fait que les États-Unis sont intervenus dans les élections générales alors qu'il espérait obtenir une large majorité à la Chambre basse et à la Chambre haute afin de transformer l'Inde en quelque chose de plus centralisé. Actuellement, le gouvernement provincial est très puissant,
et le gouvernement national un peu plus faible, ce qui rend très difficile la mise en place de politiques standardisées pour créer du changement, car chaque province protège ses propres intérêts. Ils se moquent du coût pour le pays tant qu'ils peuvent en tirer un bénéfice localement. C'était donc un problème majeur. Il y avait un sentiment de trahison. Après cela, il est allé afficher un large sourire et a enlacé Poutine. Cela n'a pas du tout été bien perçu à Washington. Soudainement, le Bangladesh entre en jeu. Une révolution de couleur que, selon certains en Inde, les États-Unis auraient financé et encouragé, aboutit à un gouvernement qui n'est plus favorable à l'Inde. Ensuite, il y a cette histoire où Trump affirme avoir réglé une guerre entre le Pakistan et l'Inde. Quelle que soit la réalité, le fait est que l'Inde nie cela avec véhémence. C'est une attaque directe contre Modi, dans la mesure où il a dit à la population « L'Inde est forte et fière. Je suis votre dirigeant. Personne ne s'interpose entre nous. Nous sommes aux commandes. Nous avons gagné cette guerre. » Donc je veux dire, Trump répète ça presque tous les 2 jours. Son insistance à obtenir un prix Nobel de la paix. Regardez, j'ai réglé cette guerre entre l'Inde et le Pakistan. Sans parler de 6 autres guerres qui malheureusement continuent malgré tous les efforts de paix qu'il a entrepris. Et puis vous savez, les droits de douane à 50 cents, ils étaient stupéfaits, littéralement stupéfaits. Ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi les États-Unis les attaquaient, insistaient sur des choses politiquement irréalisables, mettaient leurs dirigeants dans l'embarras et donnaient l'impression de vouloir les ruiner. Donc je veux dire à l'origine, Modi est allé là-bas. Et j'ai parlé à des gens, évidemment, qui avaient 30 émissions. Quelques-uns pensaient que la meilleure stratégie pour l'Inde était d'utiliser le panda ou le dragon contre l'aigle. En substance, ils essayaient de dire « Regardez, nous allons nous rapprocher de la Chine à moins que vous ne reculiez », demandant à Washington de se retirer. Mais un événement inattendu s'est produit en route vers Pékin. Vous avez vu les images. Elles étaient authentiques. Xi, Modi, Poutine riant ensemble. Je veux dire un petit groupe, informel. Comparez cela aux dirigeants européens qui ont été traînés dans le bureau de Trump, assis, comme un groupe de journalistes ou d'élèves écoutant le grand professeur. Aucun véritable sentiment de respect ou de convivialité, à part quelques tentatives occasionnelles de louer son pouvoir ou de le flatter pour obtenir un peu plus de temps. Donc ils citent, comme vous l'avez dit, qu'ils peuvent tenir plus longtemps que Trump. Donc l'Inde ne comprend pas cela. En chemin, des choses se sont produites. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que 2 mois auparavant, le représentant indien avait quitté la réunion parce que le groupe refusait de s'engager sur des mesures antiterroristes qui visaient directement le Pakistan. Cette fois-ci, l'Inde a signé. D'accord, il passe sous silence le fait que le document disait en réalité que tout le monde est contre tout terrorisme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais terrorisme. Il y a eu beaucoup de questions sur l'hypocrisie du côté indien, car d'un côté, ils insistent sur le fait que ce qui arrive aux Indiens est un acte de terrorisme. Mais au Baloutchistan, où beaucoup plus de personnes ont été tuées, y compris récemment lorsqu'un bus a été arrêté et qu'une vingtaine d'hommes ont été exécutés sur le bord de la route, il n'y a pas eu un mot de l'Inde affirmant qu'il s'agissait de terrorisme. En fait, un colonel a même tenté de justifier cela en disant « Écoutez, ce que nous faisons est bien. Ce qu'ils font n'a rien à voir avec nous. Ce sont des combattants de la liberté. » Cela n'a rien à voir avec l'Inde, qui essaye de faire valoir, selon moi, un argument fallacieux selon lequel il y aurait un bon et un mauvais terrorisme. Je ne suis pas d'accord. Lui, manifestement, pense le contraire.
Donc, la situation est très compliquée, mais on peut clairement voir que si l'Inde s'était rendue là-bas avec l'idée d'utiliser Pékin comme une sorte de levier contre Washington, cette idée a probablement disparu. Cela avait aussi beaucoup de sens. Je veux dire, c'est ce que pensait la partie indienne, surtout lorsqu'ils ont annoncé cet énorme accord sur le gaz. Littéralement, ça va presque doubler ce qu'ils ont actuellement. Ils ont 12 milliards, peu importe les unités dans un gazoduc, et 44 dans un autre. Cela fait 50. Cela représente à l'heure actuelle environ 12% de la consommation chinoise en provenance de Russie. Pourquoi est-ce important à savoir? Parce que le gaz acheminé par pipeline est moins cher que le gaz qui doit être comprimé, chargé sur des navires spéciaux, expédié, décompressé, puis injecté dans les réseaux. Évidemment, il y a aussi un coût énergétique à tout cela, en plus des dépenses liées à l'équipement spécialisé. Donc le gaz acheminé par pipeline est toujours préférable. Maintenant, en doublant littéralement cette capacité, si cela se produit, et cela prendra des années à se concrétiser, il reste un certain nombre de problèmes, notamment sur le plan économique. Ils ne se sont pas mis d'accord sur le prix ou sur une formule de tarification, et c'est absolument crucial. Évidemment, la Russie ne veut pas construire un pipeline pour ne pas pouvoir l'utiliser ensuite. Et vous savez, la Chine veut obtenir un prix qui, selon elle, représentera une valeur par rapport au marché. Ils doivent donc encore se mettre d'accord là-dessus. Il faut encore construire l'infrastructure. Les Chinois sont évidemment des experts à grande échelle. Les projets, comme nous l'avons vu, peuvent donc être réalisés rapidement, mais ils n'ont toujours pas été construits et il reste encore des détails à régler. Mais si cela se concrétise, tout à coup, la Russie fournira 23% du gaz naturel de la Chine, une quantité énorme. Et cela se situe dans une zone à la frontière entre les deux pays. Donc, il ne peut pas y avoir d'interférence. Ce n'est pas soumis au détroit de Malacca, au détroit d'Ormuz, ni à aucun autre point de passage géopolitique où une tierce partie pourrait exercer une pression. C'est très important. Maintenant, pourquoi ai-je dit que cela concerne l'Inde? Tout à coup, l'Inde se rend compte qu'elle est beaucoup plus proche de la Russie et de sources d'énergie dont elle a besoin que des États-Unis. Et vous savez, ce qu'ils voient, ce sont des exigences scandaleuses. Pour revenir à ce que vous avez dit plus tôt à propos des gens qui essayent de comprendre le phénomène Trump, il est bien de dire que vous allez survivre à Trump, mais la question est la suivante. Puisqu'il a été élu 2 fois, mais pas élu avec succès, pas vraiment élu, représente-t-il un changement de paradigme? Est-ce que, comme vous l'avez dit, l'Amérique est allée si loin sur cette voie que ses dirigeants à l'avenir continueront de foncer droit vers des murs ou des précipices? Et en ce moment, je crois que la plupart du monde pense que les États-Unis suivent une trajectoire qui ne sera pas favorable aux autres nations. Eh bien, je voudrais demander, je pense que ma dernière question concerne davantage la dimension militaire de ce que nous avons vu, parce que même si la réunion de l'OCS portait principalement sur l'économie et la coopération politique, cela dit, après cette réunion, les Chinois ont célébré le 80e anniversaire de la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, la Chine a exposé beaucoup de nouvelles armes. Maintenant, je ne suis pas un spécialiste du domaine militaire. J'ai été dans l'armée, mais je n'ai pas les compétences pour évaluer les différents armements. Je me demandais donc, qu'est-ce qu'on sait? Y a-t-il eu des surprises concernant ce que la Chine a pu exhiber? Très bien. Je voudrais juste digresser un court instant sur l'OCS. Je veux que les gens gardent à l'esprit que tous les mots qu'ils ont entendus à l'OCS sont en essence le même vocabulaire que celui utilisé dans l'initiative La ceinture et la route et aussi au sein des BRICS.
Ainsi, lorsque la Chine a également parlé de cette initiative de gouvernance mondiale, c'est le quatrième pilier qui s'est ajouté. Car auparavant, ils avaient la sécurité dont j'ai parlé, ils avaient le développement, et ils avaient cette notion de civilisation que j'assimile au respect et à la souveraineté. Et maintenant, ils disent, d'accord, vous réunissez tout cela, et ce que nous devons faire, c'est réformer l'ONU pour qu'elle reflète ce qui est nécessaire pour le monde. Et cela a reçu une réponse très très positive à l'international. Mais tout s'est fait étape par étape. J'ai commencé à remonter le fil lorsque les termes ont commencé à converger, lorsqu'ils utilisaient exactement les mêmes mots et expressions dans ces différentes institutions. Et ça dure depuis le tout début, depuis qu'ils ont commencé à parler de ces initiatives, ils ont mis en place un cadre de vocabulaire qu'ils utilisent. Donc c'est vraiment, vraiment progressif. Ils avancent dans une direction claire. Et cette direction, c'est que l'ONU telle qu'elle existe aujourd'hui ne fonctionne pas. Personne de rationnel ne dirait le contraire. Mais que faire à ce sujet? C'est là que la Chine gagne systématiquement. Ils ont un plan, ils ont un objectif, un plan, et ils ont la capacité de l'exécuter. Et cela est très important. Maintenant, je m'égare. Nous reviendrons à la question militaire. Vous savez, beaucoup de choses dépendent de la façon dont on présente cela. Si vous regardez les médias occidentaux, c'était une menace. C'est une raison pour l'Europe et l'Amérique de dépenser plus d'argent pour rattraper la Chine. Et je suis sûr que le complexe militaro-industriel est ravi d'avoir vu ce défilé, car il y a tellement de jouets qu'ils n'ont pas. Et maintenant, ils vont chercher des financements. Ils disent, « Oh, regardez, voyez, c'est pour ça que vous devez me donner, vous savez, 2000 milliards de dollars pour que je puisse m'occuper de cette menace pour vous. » Mais si l'on commence à regarder cela du point de vue de la Chine, après 80 ans, après la défaite d'un régime fasciste qui a tué 36 millions de personnes, gardez à l'esprit que l'estimation totale des morts pendant la Seconde Guerre mondiale est de 100 millions. 36 millions en Chine, un peu moins de 27 millions en Russie. Cela vous donne une idée de qui a réellement souffert. L'Amérique, il n'existe pas de comparaison possible de la souffrance en disant « Oh, eh bien, beaucoup de gens ont souffert. C'est pire qu'une seule personne qui souffre. » Ce n'est pas le cas. La souffrance, dans ce cas, chaque personne dont la vie a été fauchée à cause de cela, qui avait une famille, une vie, de l'énergie, c'est un crime. C'est regrettable. Cela ne pourra jamais être réparé. Mais cette idée que l'Occident a propagée, selon laquelle c'est l'Occident qui a souffert et sacrifié, ce n'est pas vrai. Vous pouvez le voir clairement à travers les chiffres. Alors, dans 80 ans, que voyez-vous dans le monde? Nous voyons à Gaza le même langage fasciste, la capacité de monstres, comme je les appelle, à transformer des gens en animaux. Parce que si vous étiez allé en Israël il y a 5 ou 6 ans et aviez marché dans les rues de Tel Aviv, vous auriez vu, entre guillemets, des gens normaux, ordinaires, peu importe ce que vous pensiez de leur politique et de leur politique. Vous ne les auriez pas regardés en disant « Dans 5 ans, cet homme va utiliser des bébés comme cible d'entraînement. Ils vont lancer des grenades. Ils vont tuer plus de journalistes en 2 ans qu'il n'en a été tué lors des guerres précédentes, y compris la Première et la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, tous les endroits du monde. » Personne n'aurait pu imaginer cela. Alors, comment cela arrive-t-il? Cela arrive parce que les gouvernements décident de déshumaniser les autres, d'amener la population générale à un point où elle peut dire « Oh, eh bien, ils sont tous mauvais. Les tuer est la bonne chose à faire. Et la façon dont je les tue, plus c'est brutal, mieux c'est. Peut-être que ça leur donnera une leçon. Peut-être qu'ils partiront. » Mais vous savez,
C'est de cela qu'il s'agissait dans la guerre antifasciste. La majorité des personnes, plus de 84% des personnes tuées en Chine, n'étaient pas des militaires. Beaucoup d'entre elles ont été tuées parce que lorsque les Japonais sont arrivés, ils ont tout pillé, ils ont pris toute la nourriture, ils ont pris les médicaments, et donc beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir ce dont ils avaient besoin pour prolonger leur vie, et ils ne pouvaient tout simplement pas manger. Mais beaucoup d'autres, comme lors du massacre de Nankin, ont été tués de force, brutalement. Vous savez, des hommes attachés ensemble, puis utilisés comme cible pour l'entraînement au sabre-baïonnette. Des femmes violées, des enfants violés, tués. Je veux dire, ce sont des choses qui se sont produites. Alors il faut se poser des questions. Si vous alliez au Japon aujourd'hui, vous ne regarderiez pas les gens en vous disant « Oh, ce sont le genre de personnes qui feraient ça. » Donc quelqu'un l'a fait. Et ça, c'est le fascisme. C'est le vrai danger dans le monde aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça à propos du défilé militaire? On appelait la Chine l'homme malade de l'Asie parce qu'elle était facilement conquise. Nous avions quelques centaines de soldats qui ont défilé dans Pékin et vous savez, ont incendié le palais d'été, n'est-ce pas? Ils ont pu forcer la Chine à accepter la drogue parce que leur soif de thé était telle qu'ils ne voulaient plus le payer en argent. Ils ont donc déshumanisé tout le monde, pris ce qu'ils voulaient, tué. C'était une pratique courante. Et ce n'était pas seulement les Japonais. Les Japonais l'ont appris de qui? Des Européens, des Américains. Prendre ce que l'on veut, industrialiser, avoir de meilleures armes. Celui qui a les meilleures armes gagne. Ce que la Chine montrait au monde, c'est qu'elle est capable de se défendre, qu'elle ne sera pas prise en main par une bande de trafiquants de drogue déterminés à empoisonner leur peuple. Elle ne sera pas non plus soumise à une doctrine impériale, qu'elle vienne du Japon ou des États-Unis, qui rendrait son peuple subordonné, moins qu'humain. Donc, des messages très très différents selon le camp où l'on se trouve. Clairement, étant ici, j'ai couvert le défilé à Guangdong. J'ai eu l'occasion de parler avec des gens là-bas. Je vis à Pékin. J'ai discuté avec des personnes ici. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne qui ne soit pas fier du fait qu'ils ne seront plus jamais subjugués. Et cela se traduit par beaucoup plus de confiance. Je veux dire, d'un côté, Pékin a dit non à Donald Trump. Et il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet. Il a besoin de ces terres rares. Il lance des menaces tous les 2 jours, disant « Je vais mettre une taxe de 200% sur la Chine à moins qu'il me donne les aimants. » Je veux dire, je ne sais pas ce qu'il... Est-ce qu'il pense qu'il est dans une boutique où il peut menacer quelqu'un comme un mafieux? Mais en réalité, il ne possède pas les terres rares. Et il faudrait entre 10 et 15 ans pour créer des installations de traitement atteignant les niveaux de pureté nécessaires à la consommation commerciale. Donc il est coincé avec eux. C'était une première en quelque sorte, lorsque la Chine s'est levée et a dit « Non, nous n'allons pas nous laisser faire ». Ensuite, il y a eu ce défilé militaire, où il est clair que militairement, la Chine ne se laissera pas intimider. Donc en ce moment, beaucoup de Chinois ont le sentiment d'être plus en sécurité qu'ils ne l'ont jamais été. L'économie ici est-elle parfaite? Non, loin de là. L'économie mondiale, ces tarifs douaniers affectent l'ensemble de l'environnement mondial. Lorsque le PIB baisse, les entreprises chinoises souffrent, tout comme les entreprises du monde entier, y compris aux États-Unis. Le gouverneur du Nebraska a appelé Trump personnellement et lui a dit « Vous allez assister au plus grand nombre de faillites de notre histoire parce que vous nous avez retiré nos marchés. Je pensais que vous alliez nous aider. » Et Trump a répondu « Oh, eh bien, je vais vous donner une partie de cet argent des droits de douane. » Il prend littéralement de l'argent d'une poche et décide dans laquelle il va le mettre,
parmi les personnes à qui il l'a pris. Je veux dire, c'est absurde. Bref, quand on commence à regarder ce défilé militaire et ce dont les gens veulent parler, eh bien, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela peut faire? Je considère cela comme absurde. J'ai examiné chacun de ces systèmes d'armes et je vous le dis, ce qu'il faut en retenir, c'est que la Chine suit le rythme de la technologie. Ils disposent de systèmes pour les drones, les anti-drones et ils ont des missiles qui représentent l'avenir. Nous l'avons vu dans de nombreux conflits, de l'Azerbaïdjan à l'Ukraine, en passant par ce qui se passe en Israël et ailleurs. La guerre a changé de façon spectaculaire. Il ne s'agit plus de chars. Il ne s'agit plus de porte-avions ou de choses de ce genre. Les véhicules aériens sans pilote sont moins chers, beaucoup plus faciles à entretenir, et ils peuvent être utilisés presque partout. Ils n'ont pas besoin de longues pistes de décollage ou de choses comme ça. Et les missiles. Les missiles, en particulier ceux dotés de capacités hypersoniques, peuvent atteindre des cibles contre lesquelles il est impossible de se défendre en retour. C'est donc vers cela que se dirige la guerre moderne. La Chine a démontré qu'elle est capable de se protéger, qu'elle reste pertinente. Et cela donne beaucoup de confiance au peuple chinois. Il y a toujours un risque qu'elle suive l'exemple des États-Unis et tente de dire « Puisque nous sommes plus puissants, nous allons utiliser notre puissance pour obtenir et extraire des choses des autres. » C'est pourquoi je pense que l'OCS, la BRI et les BRICS sont très importants, car ils signalent exactement le contraire. La Chine, malgré sa puissance économique et militaire, affirme « Nous avons besoin d'un monde inclusif, durable, qui profite à tous. » Je sais que vous faisiez référence aux drogues des guerres de l'opium, qui ont ensuite conduit au siècle de l'humiliation, un événement encore très important dans la mémoire historique de la Chine. Mais il est aussi, je suppose pour beaucoup, presque raisonnable de penser qu'une chose similaire pourrait être tentée à nouveau, car nous voyons aujourd'hui une situation où les États-Unis ne sont plus capables de rivaliser avec la Chine. Et certaines idées semblent réapparaître, c'est-à-dire les efforts pour briser la Chine économiquement. Lorsque cela ne fonctionne pas, il devient de plus en plus courant d'évoquer la guerre avec la Chine comme l'escalade naturelle si la guerre économique échoue. Bref, tous les discours semblent porter, face à la montée de la Chine, sur la manière de l'empêcher ou de la briser. On entend très peu parler de la façon d'apprendre à vivre à côté de la Chine en tant qu'égal. Donc, compte tenu de cette rhétorique, la modernisation de l'armée chinoise semble alors aussi relever du simple bon sens. Eh bien, Glenn, ce qui me dérange vraiment, c'est que ce n'est pas une question de compromis. En Amérique, nous avons des atouts, et l'Europe aussi, en ce qui concerne notre éducation. Vous savez, les nouvelles forces productives qui émergent reposent sur les ressources humaines. Et cela signifie des universités, des personnes intelligentes qui se rassemblent, de nouvelles idées. Je veux dire, la révolution numérique change la productivité, n'est-ce pas? On n'a plus besoin d'autant de personnes, et les gens voient cela comme une menace, mais ils ne devraient pas. S'il y a ce genre de productivité, les gens peuvent travailler moins et mener malgré tout des vies très très heureuses. Je veux dire, en Amérique, moins de 2% de la population travaille dans l'agriculture. Et pourtant, l'Amérique peut produire plus de nourriture qu'elle ne peut en consommer elle-même. C'est ça, la productivité. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'impliquer une grande partie de votre population dans ce secteur. Si vous appliquez le même principe à l'industrie manufacturière, certains types d'emplois disparaissent. Mais devinez quoi? Cette productivité demeure et elle vous permet d'avoir des semaines de travail plus courtes. Vous pourriez avoir une situation où la semaine de travail dure 3 jours et demi. Tout le monde travaille, l'économie fonctionne 7 jours sur 7,
Vous ne travaillez que 3 jours et demi, puis quelqu'un d'autre prend le relais pour les 3 jours et demi restants. Vous pouvez ainsi profiter davantage de la vie et vous avez plus d'opportunités de dépenser, ce qui soutient l'économie de consommation. Il y a vraiment de très nombreuses opportunités. Et pourtant, tout ce que je vois, ce sont des choses négatives. Les États-Unis et l'Europe ont tellement à offrir. Il ne s'agit pas de se contenter de ce qu'on a, il s'agit de reconnaître les réalités et les opportunités. Souvenez-vous, j'ai parlé de ce qu'est la créativité. C'est voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Et c'est vraiment ce qui me dérange. Si je vois un monde figé dans lequel je n'entrevois aucun avenir, cela mènera au conflit. Mais si je peux changer de perspective et regarder de façon créative en me disant « Hey, il y a des opportunités incroyables qui existent, je dois juste être prêt à les saisir. » Eh bien, quelle différence cela ferait? Et je pense que beaucoup de gens encouragent cet état d'esprit. Ils disent « Non, non, c'est un jeu à somme nulle. Soit nous gagnons, soit ils gagnent. Il ne peut pas y avoir 2 gagnants. » C'est quelque chose qui doit changer si nous voulons maintenir la paix. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. La Chine a longtemps craint que les États-Unis ne se tournent vers l'option militaire, comme ils l'ont fait par le passé, comme ils l'ont fait contre la Chine. Et c'est pour cela que vous avez vu ce défilé. Pourquoi ils étaient prêts à le faire? La plupart des pays préfèrent garder leurs secrets militaires bien cachés. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas révéler leurs véritables capacités au cas où il y aurait un conflit. Dans ce cas, la Chine a montré à peu près tout ce qu'elle avait. Et c'est un signal adressé à tous. Ne venez pas nous chercher. Ne nous considérez pas comme une cible facile. Eh bien, merci beaucoup pour vos éclairages à ce sujet. Je n'ai plus d'idées. J'ai trop parlé. Eh bien, c'est incroyable, l'ampleur des changements en cours. Je pensais surtout à la sphère économique, mais le monde semble tourner de plus en plus vite. Et en ce qui concerne la tendance à ne voir que des menaces plutôt que des opportunités, je suis convaincu que le cœur du problème réside dans le fait que nous nous sommes enfermés dans cette notion de paix hégémonique. Que tant qu'il y a un État dominant, il n'y aura pas de rivalité entre grandes puissances. Celui qui possède les bonnes valeurs pourra fixer les règles du système. C'est l'idéologie de l'hégémon libéral, dont nous ne nous sommes pas vraiment détachés. Mais encore une fois, de mon point de vue, que l'on adhère ou non à l'idéologie de l'hégémon libéral, ou à cet argument, il faut tout de même reconnaître la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, c'est que le monde est multipolaire. Il y a une répartition multipolaire du pouvoir. Il est donc nécessaire de faire la paix avec cette réalité si l'on veut la paix dans le monde. N'entravez pas votre coopération. C'est un choix. Oui, c'est ça. Merci encore. J'espère pouvoir vous recevoir à nouveau à l'avenir si vous êtes disponible. C'est toujours un honneur. Merci. Merci.